La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Grand Angle, votre émission présentée par Mokhtar Saïd Mediouni. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Grand Angle, toujours avec mes deux compères, alors monsieur Zine Sharfawi et monsieur Dr Ahmed Ben Saada, qui se trouve aujourd'hui peut-être à 25 degrés. Donc voilà, il a de la chance. Zine Sharfawi, il est toujours avec moi à 54 degrés. Donc, mais voilà, c'est ça, on a plus d'ambiance en Afrique. D'ailleurs, le jingle le dit si bien. Alors, bonjour mes frères africains. Aujourd'hui, je voudrais qu'on en parle sur Grand Angle d'un conflit qui ne trouve pas de solution, qui date depuis 1975, bien avant. D'ailleurs, quand il y a eu la colonisation espagnole, en 1975, l'Espagne sort et ne prend pas ses responsabilités historiques et elle donne sur un plateau un territoire qui ne lui appartient pas au Maroc. Depuis 1975, des populations vivent dans des camps de réfugiés que l'Algérie supporte tant bien que mal sur son territoire. Et en 91, est-ce que les Sahraouis ne devraient pas justement regretter cette période? En 91, ils étaient sur le point de remporter ou de s'accaparer de leur liberté, de leur indépendance par les armes parce qu'ils dominaient le conflit justement contre les troupes marocaines. Malheureusement, la ruse du roi Hassan II, à cette époque-là, propose lui-même aux Sahraouis et aux Nations Unies un cessez-le-feu immédiat en échange de l'organisation d'un référendum. Depuis 1991, l'ONU a mis en place une mission qui s'appelle la MINURSO, mission des Nations Unies pour l'organisation du référendum au Sahara occidental. Depuis 1991, cette mission n'a jamais mis les pieds dans les territoires occupés. L'ONU, elle est défaillante sur le plan du principe de sa mission. Le Maroc, en normalisant avec l'État sioniste d'Israël, a fait de grands pas en matière de traîtrise et de trahison. Et Israël reconnaît la marocanité du Sahara occidental. Alors, on sait très bien que au niveau des Nations Unies, le Sahara occidental est un territoire non autonome et seul le Front Polisario, représentant du peuple sahraoui, peut en disposer devant des juridictions internationales. Je voudrais, avec vous deux, mes deux compères, parler des conséquences de cette reconnaissance, parce qu'il y a eu aussi le tweet de Trump, mais ça n'a pas changé beaucoup de choses. Est-ce que, justement, ce pied mis en Afrique par l'État sioniste d'Israël peut avoir des conséquences sur la lutte du peuple sahraoui? Grand Angle, une approche des problématiques sécuritaires en Afrique. Alors, qui de vous deux voudrait commencer? Toujours celui qui a la fraîcheur. Le droit de l'aîné. Voilà, le droit de l'aîné et puis les idées fraîches. Allez, docteur Très bien. Saada. Alors, ce qu'il faut dire. En fait, qu'est-ce qu'il faut attendre de cette proclamation de reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara occidental? Moi, je dirais rien, pour la simple raison que Israël a toujours bafoué les résolutions du Conseil de sécurité, tout ce qui provient de l'ONU, elle les a bafouées, et actuellement, il y a une mission des États-Unis, comme vous l'avez si bien dit, pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Si on regarde les résolutions de l'ONU, le Sahara occidental reste la dernière colonie d'Afrique, et c'est une affaire de décolonisation. Donc, si l'ONU décide de quelque chose et qu'un autre pays décide d'un autre, c'est que c'est lui qui ne respecte pas, en fait, les résolutions de l'ONU, des résolutions qui sont supposées émaner d'une instance supranationale qui est guidée par le droit et la justice internationale. Donc, qu'est-ce qu'il faut attendre, en fait, d'un pays qui est considéré comme un pays où son action envers les Palestiniens est jugée comme de l'apartheid par des organismes occidentaux. Amnesty International en 2022 a qualifié Israël d'État pratiquant l'apartheid
contre la population palestinienne. Donc, à quoi on peut s'attendre avec ça? Il y a un ami qui m'a dit, en fait, la reconnaissance de la marocanité de Sahara occidental par Israël, en contrepartie, le Maroc a reconnu la propriété en fait de la Palestine par Israël. C'est-à-dire que c'est une contrepartie. Vous avez un pays qui domine un autre ou qui a pris les terres d'un autre pays et vice versa. En fait, c'est deux pays qui sont identiques, qui pratiquent en fait le colonialisme en bonne et due forme. Donc il ne faut pas s'attendre, ce sont deux pays qui sont absolument équivalents en termes de leur politique vis-à-vis des populations ou des territoires qu'ils occupent illégalement. Les deux occupent des territoires illégalement. Et puis autre chose, si on regarde par exemple les relations entre Israël et le Maroc, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Je veux dire, ce sont des relations qui datent depuis la création de l'État d'Israël en 1948. On pourrait remonter comme ça plein de... En fait, les relations étaient très très bien établies, sauf qu'elles étaient un peu cachées, mais elles étaient très bien établies. Donc, il n'y a rien à attendre d'une entité comme Israël, une entité qui mène une politique de terre brûlée contre les Palestiniens et qui leur enlève des droits ancestraux. Et rappelons que Israël est un pays qui a été créé par l'Occident. Donc, il ne faut pas s'attendre à d'autres choses. Et il ne faut pas s'attendre aussi à ce que cette décision ait une conséquence sur le combat du peuple. Sur le combat du peuple. Je veux dire, la décision des États-Unis est bien en tant que pays, je veux dire, pas en tant que décision politique, mais en tant que pays, les États-Unis sont beaucoup plus puissants. Pourtant, il y a rien qui s'est passé. Il n'y a rien qui a changé au niveau de l'ONU. La cause sahraoui est une cause de décolonisation de l'Afrique et il faut qu'elle soit comprise de la sorte. Et il faut qu'un référendum soit pratiqué dans ces territoires pour voir qu'est-ce que veut ce peuple. C'est ce peuple qui doit décider de son sort et non pas les pays environnants. Je rappelle aussi que le Maroc, son histoire avec le Sahara occidental est parsemée d'histoires assez loufoques. Je rappelle qu'à un certain moment, quand la Mauritanie est devenue indépendante, le Maroc n'a pas reconnu la Mauritanie parce qu'il disait que c'est sa terre. Quelques années plus tard, il l'a reconnu. Ils ont coupé le Sahara occidental en deux pour se partager, jusqu'à ce que la Mauritanie refuse. Elle se retire, etc. Donc, un pays qui possède, qui a les... Et Dr Ahmed Ben Saada, dans les années 60, il y a des preuves écrites du Maroc, du souverain marocain, qui demandait l'indépendance du Sahara occidental. Oui, exactement. Voilà. Mais même, je veux dire, si on a des droits ancestraux sur un territoire, on ne les partage pas avec d'autres pays. Oui, bien sûr. Et surtout pas avec un pays qu'on n'a pas reconnu pendant une décennie. C'est complètement nouveau. Cette histoire du Sahara occidental permet justement au roi de se maintenir au pouvoir. D'ailleurs, dans un fameux livre qui est sorti quand le roi Hassan II, le roi père Hassan II était vivant, il lui a dit, il a dit à son fils, je t'offre un problème pour te maintenir au pouvoir. Parce que si on regarde la communauté marocaine, les Marocains, le peuple marocain, on lui a inscrit ça dans la tête que le Sahara occidental est marocain et ça permet justement de garder le trône intact. À mon avis, c'est pour détourner c'est très important. Détourner les regards des problèmes internes. Exactement. En fait, la marocanité, cette histoire de marocanité du Sahara occidental, elle n'était à un certain moment même pas revendiquée par Hassan II lui-même. Je dirais, il y a tellement de choses à dire. On pourrait passer des heures à parler de cette histoire du Sahara occidental. Il faut que les Nations Unies se prononcent. Et autre chose aussi, à chaque fois
qu'un pays déclare la marocanité du Sahara occidental, il faudrait qu'au niveau de l'ONU, il y ait des instances qui disent non, c'est pas vrai, ce problème est soumis à l'ONU et vous devez vous en tenir à l'ONU. Pourquoi sortir des décisions? D'ailleurs, docteur Ahmed Ben Saada, si vous permettez, je vais laisser aussi M. Zine Sharfawi intervenir dans le même sens. Il y a eu les élections en Espagne. Alors, ces élections, si elles débouchent sur la victoire d'une droite, ça veut dire que voilà, il a la reconnaissance de l'État d'Israël et puis il a la non-reconnaissance du nouveau gouvernement espagnol. Donc, on revient au point zéro. Là, ça c'est juste une anecdote, mais pour vous dire que les victoires du Merzen, elles sont éphémères. Donc chaque semaine, il y a des changements dans leurs victoires. N'est-ce pas, Zine Sharfawi? Oui, absolument. Donc, comme vous venez de le dire, le Maroc risque d'être déçu à l'issue de cette élection. Mais juste pour revenir justement à la reconnaissance de la prétendue marocanité du Sahara occidental par Israël. Bon, il faut se souvenir que c'est l'opération de marchandage parrainée par Donald Trump il y a 2 ans et demi, portée sur un marché consistant en la reconnaissance d'Israël par le Maroc contre l'alignement de Tel Aviv sur les thèses marocaines au Sahara occidental, qui vient en réalité de connaître un nouveau développement. Mais cette opération programmée par les 3 parties, États-Unis, Maroc, Israël, est en fait soutenue par la doctrine belliqueuse et expansionniste de ces 3 pays. C'est pas nouveau. Donc chacun de ces 3 pays essaye de grignoter des territoires qui ne sont pas les leurs. C'est le cas d'Israël pour la Palestine, c'est le cas des États-Unis avec sa politique extrêmement agressive au Proche-Orient, mais c'est aussi le cas du Maroc au Sahara occidental. Souvenez-vous, c'est le roi Hassan II lui-même qui avait demandé à la justice internationale, qui avait sollicité la justice internationale pour se prononcer sur le statut du territoire. Et après enquête, après des mois et des années de recherche, la Cour internationale de justice a rendu son verdict et noir sur blanc, il est clairement établi que ce territoire n'a jamais appartenu au Maroc et les tribus sahraouis, encore moins, n'ont fait d'allégeance au trône marocain. Donc, aujourd'hui, il y a des éléments extrêmement clairs qui prouvent que ce territoire n'appartient pas à la monarchie marocaine, n'appartient pas au Maroc. Mais donc voilà, ce sont ces 3 pays qui sont extrêmement, qui reposent sur des doctrines belliqueuses, expansionnistes. Donc, il était attendu que par la communauté internationale, parce que les relations internationales reposent depuis toujours, malheureusement, sur un rapport de force dans lequel le droit n'est pas dominant. La décision d'Israël de soutenir l'annexion des territoires sahraouis, tout comme d'ailleurs celle de l'administration Trump, et je soutiens en cela ce que vient de dire le docteur Ben Saada, ne changera absolument rien à la nature juridique du territoire qui reste à décoloniser et n'affectera pas la responsabilité sur cette question, qui est celle de garantir la libre détermination du peuple sahraoui. Voilà, donc aujourd'hui, et le peuple sahraoui a pris ses responsabilités. Donc il a accepté de faire le jeu de la paix. En 1991, il a décidé de cesser le feu. Il a accepté le cessez-le-feu qui lui avait été proposé par l'ONU. Ça fait exactement 32 ans. Et au bout de 32 ans, il s'est senti floué par la communauté internationale qui lui avait promis un référendum d'autodétermination. Et donc, ne voyant absolument rien venir, il a décidé de prendre son destin en main. Et exactement le 13 novembre 2020, il a repris les armes pour conquérir sa liberté, pour conquérir le droit de vivre libre. Et aujourd'hui, ce sont les armes qui parlent. Et le peuple sahraoui, les Sahraouis, ont décidé de lutter jusqu'à ce qu'ils arrachent, jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur indépendance. Alors aujourd'hui, que l'entité sioniste, que les États-Unis décident de reconnaître la prétendue marocanité sur le Sahara occidental, c'est leur affaire, mais ça ne change absolument rien à l'équation. Le peuple sahraoui est en lutte et il ne s'arrêtera que lorsqu'il aura arraché son indépendance. قوموا يا الفنانة يا صواتي الجمال
peut pas dissocier les deux. Hein. Quand on parle de l'État sioniste et du Maroc, c'est deux pays expansionnistes. Oui, oui. Et ça me fait justement rebondir sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Avec ce gouvernement d'extrême droite, alors un ministre de l'Intérieur, de la Sécurité nationale, du gouvernement sioniste de Benjamin Netanyahou, qui appelle pratiquement à un génocide, à l'extermination des Palestiniens. Donc Israël, même depuis 1948, quand un peuple il a soif de liberté, personne ne peut l'arrêter. Donc depuis 1948, Israël n'a pas liquidé la question palestinienne. Chaque jeune, chaque nouveau-né, son rêve, c'est de mourir en martyr pour arracher sa liberté. C'est la même chose aussi pour le peuple sahraoui. N'est-ce pas, Dr Ahmed Ben Saada? Exactement. L'histoire nous montre que pour occuper un pays où il y a des habitants, il faut un génocide. Les génocides, on les connaît, c'est aux États-Unis, c'est au Canada, c'est en Australie. Il y a eu des génocides pour maintenir les populations autochtones dans des camps. Maintenant, c'est quasiment impossible. C'est impossible. Avec la société de communication, avec les réseaux sociaux, n'importe quelle exaction est vite tournée en boucle et c'est très, très difficile de cacher la réalité. Donc, le problème, j'ai toujours dit que le problème israélien ou le problème palestinien ne peut pas se résoudre de la sorte. C'est-à-dire que tant qu'il y aura cette politique belliqueuse d'apartheid d'Israël, de l'autre côté, il y aura ce qu'on appelle en physique action-réaction. Il y aura aussi des personnes qui vont mourir pour leur terre parce que, qu'on le veuille ou non, pas la Palestine est leur terre. Maintenant qu'ils décident de partager, de faire deux États sur le même, ça c'est leur problème. Mais en définitive, la Palestine est une terre palestinienne. Ce n'est pas une terre israélienne, comme on veut nous faire croire. Le rapport de force veut que actuellement on négocie. Mais ce problème-là, Israël ne sera jamais en paix. On n'a jamais vu un pays qui vit avec des clôtures. Israël est entouré de clôtures. Le Maroc on n'a aussi, jamais vu. Le Maroc aussi. Le Maroc, son armée, elle est enterrée sous le mur. Hein. Mais je veux dire que pour Israël, c'est pire que ça. Israël, c'est le pays au monde où ses citoyens ont le plus de double nationalité. Ils ont des passeports de différents pays. Je veux dire, c'est un pays qui est fait avec des gens qui ont des doubles nationalités, ou triples des fois. Vous comprenez? Donc, c'est pas viable. Israël, dans la politique actuelle d'Israël, c'est une politique génocidaire, pas pour la Palestine, pour Israël. Pour Israël, c'est une politique génocidaire. Donc, nous ne pouvons pas l'histoire va se perpétuer de la sorte et jusqu'à ce qu'il y ait une entente sur ce que veut le peuple palestinien, parce que nous ne sommes pas là pour décider à la place du peuple palestinien. Nous sommes là pour les aider, pour aider le peuple palestinien. Justement, Dr Ahmed Ben Saada, je voudrais aborder avec vous deux ma dernière question, puisque nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Maintenant, les exactions du gouvernement d'extrême droite sioniste fait dire à certains observateurs que les accords d'Abraham et la normalisation avec certains États peut tomber à l'eau. Il y a des États qui, sous la pression de leur population, peuvent se retirer de ces accords à cause des exactions qui sont commises par les colons. Il y a un seul qui ne peut pas se retirer, parce que c'est pas lui qui décide, c'est le Makhzen. Ça, on le sait. Mais est-ce que ça pourrait justement aller jusqu'à le retrait des accords d'Abraham au vu des exactions commises par les colons actuellement en Israël, c'est Sharfawi? Oui, absolument. Même au Maroc, ça peut se produire. Hein, je vais vous le dire. La société marocaine, le peuple marocain, contre lequel nous n'avons absolument rien du tout. Il faut rester lucide. C'est un peuple frère. Nous sommes liés par l'histoire, nous sommes liés par la religion, nous sommes liés par la même culture, le même substrat culturel, nous parlons la même langue ou les mêmes langues.
Donc c'est un peuple frère, et ce peuple est très mécontent de la politique suivie actuellement par le Makhzen, particulièrement la décision du Makhzen de normaliser ses relations avec Israël. Et il n'y a pas une semaine, un mois qui passe sans que les Marocains ne descendent dans la rue pour battre le pavé et dénoncer cette politique de rapprochement avec Israël. Cette dernière année, ces 6 derniers mois, et pratiquement chaque mois, il y a eu des manifestations. Ça s'est intensifié pour dénoncer la visite de Netanyahou. Absolument, absolument. Donc ça va aller crescendo. Tous les Marocains sont contre actuellement cette trahison, parce que le peuple marocain, comme tous les peuples de la planète, soutiennent le combat des Palestiniens pour leur autodétermination, comme aujourd'hui aussi luttent les Sahraouis pour leur autodétermination. Donc est-ce que demain l'accord entre Rabat et Tel Aviv peut être remis en cause? Moi je dis oui. Rien n'est à exclure. Demain vous pouvez avoir un soulèvement immense au Maroc qui peut aujourd'hui permettre de renverser la table et de mettre en place de nouveaux rapports de force s'il y a lieu. Donc, et ça peut être la même chose aux Émirats Arabes Unis, à Bahreïn, au Soudan. Les choses peuvent aussi évoluer très vite. Demain, vous pouvez avoir un nouveau gouvernement qui va complètement remettre en cause les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham. Donc, l'histoire est faite de surprises, et je suis persuadé que nous en aurons d'autres. Aujourd'hui, tout à l'heure, vous parliez du peuple palestinien. Bon, on peut aussi parler du peuple sahraoui. Et il est en lutte depuis 48 ans, c'est un demi-siècle. Si en 50 ans, en près d'un demi-siècle, le temps n'a pas eu raison de lui... Depuis 75. Oui, depuis 75, c'est 48 ans, c'est immense, c'est un demi-siècle. Et moi, quand je vais dans les camps de réfugiés sahraouis, quand je rencontre des Sahraouis, ils sont animés de la même détermination, ils veulent continuer. Aujourd'hui, donc moi, je ne suis pas inquiet du tout. Je suis pas inquiet du tout. Le combat va se poursuivre. Alors, docteur Ahmed Ben Saada, le dernier mot à vous. Est-ce que les accords d'Abraham peuvent être remis en cause au vu du massacre commis actuellement par le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou? Alors, il y a 2 réponses à votre question. Premièrement, on a déjà vu des normalisations qui a été rompue, par exemple en Mauritanie. Le président Mohamed Ould Ahmed Ould Taya en 1999 avait, sous la pression des puissances occidentales, avait accepté la normalisation. Et lorsque Mohamed Ould Abdelaziz est venu au pouvoir en 2009, donc 10 ans après, il a rompu les relations. Il a même dit dans une phrase qui est restée célèbre: j'ai décidé d'envoyer des bulldozers pour raser le siège de l'ambassade, exactement comme font les bulldozers israéliens aux maisons des combattants palestiniens. Donc la deuxième volée de cette réponse, il faut comprendre quelque chose. La normalisation entre les pays arabes et Israël, ce n'est pas une normalisation des peuples. Ça n'a rien à voir avec les peuples. Les peuples arabes sont tous contre la normalisation. Ce sont des intérêts de dirigeants. Ce sont des intérêts de dirigeants, de gens puissants au niveau des gouvernements qui veulent avoir des relations amicales, entre guillemets, avec les Occidentaux, et pour essayer de grappiner quelque chose à droite à gauche. Je rappelle que les relations avec Israël n'ont jamais rien donné au peuple, Le peuple marocain va se réveiller un jour, il va se retrouver complètement dénué de toutes ses richesses. Il faut vraiment que le peuple marocain se réveille maintenant. Parce que regardez bien, de 2020 jusqu'à... Docteur Ahmed Ben Saada, nous arrivons au terme de notre émission. Voilà. Il faudrait qu'il se réveille avant la fin de notre émission. Pas demain, pas le mois prochain. Alors, toujours... Alors, vers la fin, je voudrais dire une chose, et je ne sais pas si vous êtes d'accord tous les deux, je ne vous donne pas la parole. C'est pas que je suis dictateur, non. Mais je dirais tout simplement que Sultan Akhaya a fait plus de mal au Makhzen qu'un bataillon de blindés. Et je vois que Sharfawi me dit oui. Donc voilà, le combat et la foi en liberté, en indépendance, peuvent ébranler les plus grandes puissances. Alors, sur ce, chers amis africains, mes frères africains, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Vive l'Afrique,
Vive tous les pays africains, tous les Africains, et paix à l'Afrique. Alors je vous dis au revoir et au prochain numéro de Grand Angle. Merci, Dr Ahmed Ben Saada. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et merci, Zine Sharfawi aussi. Merci beaucoup. Au revoir, mesdames et messieurs.